Plongeons au cœur de la France du XVIIIe siècle, dans une région isolée où nombre s'est abattu. Une créature de cauchemar que personne n'arrivait à décrire, ni un loup, ni une hyène. Quelque chose qui a semé la terreur pendant 3 interminables années. C'est bien sûr une histoire de sang, de peur, mais c'est aussi une histoire qui va nous révéler les fractures de toute une société. 108, c'est le bilan officiel des victimes. 108 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, tuées par une seule et même créature. Un chiffre brutal, effrayant, qui a traumatisé tout un royaume et qui a fini par exiger une réponse du plus haut sommet de l'État. Voilà comment un témoin de l'époque a tenté de décrire la bête. Cette phrase, elle capture à elle seule toute la confusion et l'effroi de l'époque. C'est vrai que quand on fait face à l'inconnu, à quelque chose qui paraît invincible, l'imagination prend le dessus. Et là, le monstre qu'elle fabrique devient bien plus terrifiant que n'importe quel animal réel. Bon alors, retournons au tout début de cette tragédie. Une vague de panique est sur le point de déferler, nourrie par une menace que personne, absolument personne, ne peut identifier, et encore moins arrêter. Alors le Gévaudan, qui correspond en gros à l'actuel Lozère, c'était à l'époque une terre vraiment rude, très isolée. Les gens y vivaient surtout de l'élevage, et bien souvent, c'était les enfants, seuls, qui gardaient les troupeaux. On imagine bien qu'ils étaient des proies faciles. Et l'ampleur des attaques est juste stupéfiante. Presque 300 agressions en 3 ans. C'est une pression psychologique constante, insoutenable. Cette crise locale va très vite se transformer en une véritable affaire d'État, au point de forcer la plus haute autorité du pays, le roi lui-même, à intervenir. Il faut dire que les battues organisées sur place ne donnent absolument rien. Pendant ce temps, la presse, qui est encore toute jeune, s'empare de l'affaire. Elle est avide d'histoires à sensation après la guerre de 7 ans. Et elle transforme la bête en un véritable feuilleton national. Forcément, la réputation du roi est en jeu. Il ne peut plus ignorer les cris de son peuple. Louis XV envoie donc son meilleur homme. Et attention, François-Antoine, ce n'est pas n'importe qui, c'est le porte-arquebus personnel du roi, le plus grand chasseur de loups de tout le royaume. Son arrivée, c'est un immense espoir. On le voit comme le héros envoyé pour sauver le Gévaudan et mettre fin à ce cauchemar. Alors voilà, Antoine arrive sur les lieux et tout semble en place pour une conclusion rapide et héroïque. On a l'impression que l'histoire est déjà écrite. Et le point culminant, il arrive très vite. En septembre 1765, près de l'abbaye des Chazes, Antoine et ses hommes tombent nez à nez avec un loup gigantesque. Ils tirent, ils le touchent. L'animal, blessé à mort, se relève dans un dernier sursaut de rage avant d'être finalement achevé. La scène est digne d'une épopée. Et voilà, c'est officiel. Le loup tué par Antoine est déclaré être la bête du Gévaudan. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Dans tout le royaume, c'est un immense soupir de soulagement. Le héros a triomphé. Le récit officiel est donc scellé, verrouillé. Antoine est acclamé, il est récompensé par le roi en personne, qui l'autorise à ajouter ce fameux loup mourant à son blason familial. Sa victoire est littéralement gravée dans la pierre, c'est le symbole de son succès. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Le beau récit officiel est sur le point de s'effondrer de la manière la plus glaçante qui soit. La vérité, elle est choquante. 2 mois. À peine 2 mois après le départ triomphal d'Antoine, la terreur recommence. Les attaques reprennent, tout aussi sauvages. Le héros national a donc échoué. Il faudra attendre presque 2 ans de plus pour qu'un chasseur du coin, un certain Jean Chastel, mette enfin et cette fois définitivement un terme au carnage. Cette petite phrase, elle vient d'une lettre d'un fonctionnaire de l'époque et elle montre à quel point le doute s'est installé très vite. Le triomphe d'Antoine se transforme en polémique. Et s'il n'avait pas tué la vraie bête ? Du coup, la vraie question se pose. Si le loup d'Antoine n'était pas le seul coupable, qu'est-ce que c'était que cette bête au juste ? Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que le mystère de la bête, il va devenir le point de rencontre d'un conflit majeur du XVIIIe siècle. Une véritable lutte entre 2 façons de voir le monde. Ce mystère, en fait, c'est un parfait exemple du choc des mentalités de l'époque. D'un côté, on a le siècle des Lumières, avec des scientifiques comme Buffon, qui cherchent une explication logique. Un animal naturel, peut-être inconnu, mais bien réel. Et de l'autre, on a une population rurale, très croyante, qui y voit une punition divine, un loup-garou, voire le diable en personne. Et au milieu de ce conflit, une nouvelle force va jeter de l'huile sur le feu. La presse, encore toute jeune, voit là une occasion en or. Elle va transformer cette tragédie locale en un spectacle national, le premier grand feuilleton médiatique de l'histoire de France, en entretenant la peur, pour mieux vendre du papier. C'est exactement ce que les historiens appellent l'animal pluriel. C'est une super formule pour dire que la bête, en fait, n'était pas une seule chose. Elle était un miroir des angoisses de chacun. Pour le paysan, c'était un monstre surnaturel. Pour le savant à Paris, c'était un défi à la science. Pour le roi, un problème politique. Et cette incertitude interprétative, comme on l'appelle, c'est vraiment la clé de tout.
Sans réponse claire et nette, chacun a rempli le vide avec ses propres croyances, ses peurs les plus profondes. C'est pour ça que toutes les théories, des plus rationnelles aux plus folles, ont pu coexister. Finalement, l'histoire de la bête du Gévaudan nous laisse avec cette question en suspens. Le monstre le plus redoutable, était-ce vraiment la créature qui chassait dans les forêts ou bien la peur elle-même? Cette peur qui transforme l'inconnu en une terreur sans nom et qui révèle les monstres qui sommeillent au fond de nous.